êtes au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Dans son livre L'ère de Deng Xiaoping, l'auteur américain Ezra Vogel explique que lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le gouvernement chinois était davantage préoccupé par les questions économiques que par le piège politique laissé par l'Angleterre. Aujourd'hui, alors que de nombreux Hongkongais ont signé la pétition pour soutenir la nouvelle loi sur la sécurité nationale, cette dernière suscite de nombreuses critiques dans le monde occidental. Les États-Unis menacent même d'appliquer des sanctions économiques et politiques contre Hong Kong. Pourquoi les pays occidentaux, surtout les États-Unis, interviennent-ils dans les affaires de Hong Kong? Et quels vont être les changements apportés par cette nouvelle législation? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Par visioconférence, je me retrouve avec M. Ding Yifan, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État, et M. Xu Tiebing, expert en affaires internationales, professeur à l'Université de communication de Chine. Bienvenue tous les deux dans notre émission. D'abord, qu'est-ce qu'il s'agit exactement de cette nouvelle législation sur la sécurité nationale, M. Ding? Depuis un certain temps, il y a un vide juridique dans la loi fondamentale de Hong Kong. Donc la loi qui est censée gérer les affaires quotidiennes de Hong Kong, parce que Hong Kong est une zone d'administration et de juridiction un peu à part. Bien que la Chine ait repris la souveraineté de Hong Kong de la part de l'Angleterre en 1997, et Hong Kong n'a pas vraiment de juridiction pour cela. Donc nous avons fixé une loi fondamentale qui sert de constitution à Hong Kong, mais dans la constitution, il y a une clause importante qui était vide, en fait, qui était à se remplir. Et cette clause, l'article 23 de la loi fondamentale de Hong Kong. Et cette fois-ci, l'Assemblée nationale populaire a décidé de remplir le vide et donc d'irriter, d'apporter une clause spéciale qui serait un annexe à la loi fondamentale de Hong Kong. Et cette clause concerne les actes dits menaces la sécurité nationale à Hong Kong. Alors, on voit que vous avez mentionné l'article 23 de la loi fondamentale, c'est-à-dire la loi anti-subversion, mais on voit que pendant 23 ans, les députés de l'opposition au gouvernement de Hong Kong ont bloqué l'application de cet article. Et Hong Kong est devenu l'une des rares régions au monde qui ne soit pas protégée en matière de sécurité nationale. Est-ce que cela est normal, M. Xu Tiebing? Bien sûr, c'est pas du tout normal. C'est justement pour cette raison que nous voulons, disons, remplir ces trous. Revenons encore une fois, c'est qu'après 23 ans de retour de Hong Kong dans la famille nationale, c'est que le processus de décolonisation a été fait essentiellement dans l'administration, mais dans les domaines de finances, de l'éducation et notamment dans la justice. Il y a largement encore héritage résiduel du colonialisme. C'est justement sur ce point que les opposants, que des malfaiteurs se mobilisent et lancent le défi. Alors, pourquoi maintenant, M. Ding Yifan? En fait, oui, dans la presse occidentale, ils disent que la Chine aurait voulu profiter de l'épidémie pour lancer une loi sur Hong Kong et que la Chine aurait été suffisamment intelligente pour profiter d'une absence de volonté d'intervention des pays occidentaux. Une loi sur la sécurité nationale ne se fait pas aussi facilement. Cette loi était en préparation depuis un certain temps. Depuis un certain temps parce que nous avons constaté qu'à Hong Kong, l'année dernière, mais il y a plusieurs années, il y a toujours des mouvements soi-disant protestants, mais ce sont des mouvements séparatistes
soutenue par les forces extérieures et les acteurs de ces mouvements séparatistes ne sont pas punis proprement à Hong Kong parce que justement il n'y a pas de juridiction concernant des actes de séparation. Donc c'est pour cela que l'Assemblée nationale était en préparation pour l'adoption d'une telle loi depuis un certain temps. Et il arrive que cette année, lorsque nous avons adopté cette loi, eh bien, l'épidémie est rampante partout dans le monde, surtout en Europe et aux États-Unis. Eh bien, c'est un hasard de l'histoire, ça n'a rien à voir avec l'intention de la Chine. Et Monsieur Xu Tianping, quel est votre avis sur le moment choisi d'adoption de cette nouvelle législation? Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec M. Ting. C'est-à-dire, nous, nos dirigeants et nos décideurs sont visionnaires. Ce n'est pas un moment d'épidémie ou d'autre pour passer si vite. Moi, je pense que l'été dernier, c'était surtout 2019, c'est qu'on voit l'ampleur et le défi lancé par l'opposition. C'est qu'auparavant, quand on compte cette clause 23, essentiellement sous les raisons, par exemple, transaction, par exemple le retard du train de TGV, disons, le retard du grand pont qui se relie Hong Kong ou d'autres. Parfois, c'est le refus vers la distance dans le programme d'intégration sous-régionale de Delta, de Perles, etc. Mais l'année dernière, on voit que les opposants, notamment avec certains jeunes, disons, démasqués, ont tout simplement jeté l'emballage en disant tout simplement, c'est quoi? C'est le retour du colonialisme. C'est le défi lancé directement, je dirais, à l'intégration et la souveraineté. Ça nous pousse l'urgence et la nécessité absolue de fixer cette clause sur la sécurité. Alors, on va revenir sur les interventions étrangères un peu plus tard. Mais en fait, beaucoup s'inquiètent quand on voit cette nouvelle législation qui provient du gouvernement central. Est-ce que ça va à l'encontre de ce principe un pays de système? Est-ce que cette législation va nuire à l'autonomie de Hong Kong, Monsieur Ding? Oh, je n'y pense pas. Je ne crois pas que l'adoption d'une loi sur la sécurité nationale de Hong Kong nuirait à une très grande autonomie de la gestion de Hong Kong. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un pays de système? Ça veut dire tout simplement qu'on va garantir le système juridique de Hong Kong qui est plutôt anglais, qui est contrairement à la zone juridique de Chine, Hong Kong est une zone d'administration et de juridiction un peu spéciale à part, qui a hérité de la colonisation britannique, donc le système juridique, le système d'administration, qui reste dans une large mesure anglais. Donc de ce point de vue, je pense que tant que les activités menées à Hong Kong ne sont pas à l'encontre de la sécurité nationale de Chine, eh bien, elles seront tolérées et elles seront menées normalement à Hong Kong. Tout simplement, la loi de la sécurité nationale vise à répresser les activités qui visent à des activités séparatistes et qui visent à séparer Hong Kong de la Chine. Tout simplement cela. Mais il ne faut pas oublier que le système ou le moyen un peu particulier que nous avons adapté au moment de la reprise de la souveraineté de Hong Kong, un pays de système, est d'une certaine manière une méthode de transition. Parce que lorsque la Chine a repris la souveraineté de Hong Kong, on n'a pas voulu tout de suite l'inclure tout simplement dans la zone d'administration de Chine. On voulait garder une période de transition spéciale, ce qui permettrait à la population de Hong Kong administrative, etc., de Chine,
petit à petit. Donc, un pays de système serait une approche transitoire de 50 ans. À l'époque, nous avons dit on va garder le système britannique sans changement pendant 50 ans à Hong Kong. Donc cela ne veut pas dire qu'éternellement Hong Kong aura un statut juridique très particulier en dehors de Chine. Parce que à la fin, Hong Kong va revenir à la Chine comme toutes les parties qui sont dues à la Chine, comme Taïwan, etc. Donc on va leur apporter, on va leur permettre de s'adapter petit à petit avec une période de transition. Dans le cas de Hong Kong, c'est une période de transition de 50 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est une législation concernant la sécurité nationale et habituellement parce qu'il y a d'autres régions du monde ou d'autres pays du monde qui ont aussi cette loi, donc ça provient finalement du gouvernement central, n'est-ce pas, M. Xu Tieping? Oui, tout de même, je pense que je vais enrichir ce que M. Tinguifa avait dit. Je pense que ce qui est changé, effectivement, ce n'est pas l'état actuel d'exécution. Et pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas, que tout est normal, il n'y a pas, je dirais, beaucoup de crédit. Et pourquoi? Simplement, c'est que dans l'évolution planétaire actuelle, l'image de la Chine est considérée de plus en plus offensante, voire remplaçant à l'économie américaine. C'est dans ce cas-là que si on voit l'élection du président Trump, je dirais que nouvelle approche sur la Chine, et dans ce cas-là, c'est le changement. C'est là qu'il y a une déception. Voilà. Donc on n'a pas joué un rôle de fenêtre, de faire évoluer, de faire changer la Chine sur l'option occidentale. C'est là que tout à coup, on dit, on souligne, voilà, droit de l'homme, un pays de système, le changement, et on va protection. En fait, en effet, c'est simplement, je dirais que c'est une anticipation voulue lancée par les Américains pour attaquer le système de la Chine. Et sur ce point-là, alors que le dossier de Hong Kong a été exagéré, détourné, désorienté. On va voir un peu la situation de Hong Kong au moment de la rétrocession, à savoir pendant toute la période de colonisation, les Hongkongais n'avaient même pas le droit de manifester et les manifestations sont tous réprimées dans le sang, et que juste avant la rétrocession, l'Angleterre avait soufflé un peu l'idée de l'élection aux Hongkongais, et voire même, on voit que l'auteur américain Ezra Vogel explique que lors de la rétrocession, le gouvernement central chinois était davantage préoccupé par les questions économiques que par le piège politique laissé par l'Angleterre. Donc, est-ce que ça veut dire que l'Angleterre n'a pas voulu vraiment de retirer de Hong Kong, et comment voyez-vous cet héritage colonial sur Hong Kong et qui influence est-ce que ça a une influence sur la situation d'aujourd'hui, M. Dingfa? Oui, mais en fait, aujourd'hui dans le monde, vous avez toujours des conflits par-ci, par-là, entre les régions, entre les pays, etc. Le conflit entre l'Inde et le Pakistan, par exemple, a été laissé par la colonisation britannique. Les Anglais, pendant la colonisation, avaient un adage qui dit que diviser pour gouverner. Diviser pour gouverner était la règle d'or de la colonisation britannique dans tous les pays du monde, parce que la Grande-Bretagne avait des colonies un peu partout dans le monde, et partout dans le monde, elle faisait appliquer cette règle d'or. Diviser les peuples, diviser les ethnies, diviser la population afin de mieux gouverner. Et ça aussi, à Hong Kong, ils ont essayé de faire ça avant de partir. Parce que pendant leur colonisation, pendant plus d'un siècle, les habitants de Hong Kong n'avaient aucun droit
démocratique, disons. Ils n'avaient aucun droit sur la législation, ils n'avaient aucun droit sur la gestion de leur propre vie, etc. etc. C'était une colonisation pure. Et avant de quitter, bon, ils ont choisi de laisser une mine. Cette mine, ce serait la démocratisation de Hong Kong, afin de pouvoir diviser la population de Hong Kong, diviser Hong Kong et la Chine pour mieux pénétrer par ce biais dans les affaires de Chine. En fait, ils ont toujours fait comme ça dans le passé, historiquement, mais aujourd'hui aussi, on voit encore la pratique de cette colonisation britannique un peu partout dans le monde, et c'est la même chose avec Hong Kong. Mais aujourd'hui, on va voir un peu le rôle des États-Unis. On voit que les États-Unis semblent prendre le relais de l'Angleterre pour jouer ce rôle de diviseur. On voit que les médias de Hong Kong ont révélé qu'entre 1995 et 2015, l'opposition de Hong Kong avait reçu de la Fondation nationale pour la démocratie, qui est largement financée par le Congrès américain, une enveloppe globale de 3,95 millions de dollars. Donc, quel est l'objectif des États-Unis de financer l'opposition à Hong Kong, M. Xu Taiping? D'abord, si on pense par exemple cette fondation, disons, américaine, directement financée par le Congrès américain, a une très mauvaise réputation dans tout ce qui est, soi-disant, révolution de couleur. Ça se fait, disons, en Ukraine, en Égypte, dans le monde arabe, et aujourd'hui sur le sol national de Chine à Hong Kong. Est-ce que c'est surprenant que les États-Unis envoient plus de diplomates à Hong Kong que toute la Chine? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On sait bien, par exemple, avec Chap, c'est-à-dire que les fondateurs ou le père de la révolution de couleur, vous avez des brochures pour enseigner, maîtriser, entraîner les agitateurs professionnalisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont les États-Unis, le service, leur fondation sous l'antiquex de soutenir la révolution de la démocratie. En réalité, c'est pour subversion au régime, au pouvoir qu'ils n'aiment pas, qu'ils détestent, qu'ils veulent remplacer. Et bien sûr, nous avons suffisamment de vigilance, de capacité de le riposter. Donc finalement, M. Ding, vous avez évoqué tout à l'heure ce rôle diviseur, c'est-à-dire que tous les financements, toutes les activités que les États-Unis ou l'Angleterre exercent sur Hong Kong, c'est pour diviser la Chine, mais Hong Kong est déjà une partie intégrante de la Chine. Comment ce sera possible, M. Ding? Justement, il voulait faire de Hong Kong une base de pénétration afin d'influencer l'opinion publique en Chine. Mais malheureusement, cette fois-ci, ils ont fait un mauvais calcul. Parce que, à force d'exercer une influence sur une partie de la population Hong Kong, à force d'encourager les activités séparatistes à Hong Kong, la population chinoise serait plus hostile à des forces derrière des mouvements séparatistes à Hong Kong. Donc de plus en plus, le sentiment anti-américain est montant en Chine, dans la population chinoise. Parce qu'on a très bien vu que toutes ces activités séparatistes de violence, d'actes de violence qui cassent des choses à Hong Kong, qui créent même des pertes humaines, qui créent des victimes dans leurs actes de violence, etc. Ça rend la population chinoise vraiment en colère contre ces interventions, contre ces manipulations et contre le financement de ces activités violentes par des forces extérieures. Vous avez mentionné la Fondation pour la promotion de la démocratie nationale aux États-Unis.
Mais en fait, il y a encore une fameuse phrase d'ancien directeur de CIA. L'ancien directeur de CIA a dit que finalement, les activités autrefois menées par la CIA a été reprise par des organisations telles que la Fondation pour la promotion de la démocratie nationale. Il ne faut pas oublier que les Américains ont participé ou ont manipulé toutes sortes de mouvements dits de révolution de couleur dans les pays de l'Europe de l'Est, orientale, puis dans le monde arabe. Mais ils ont fait toujours ce genre de choses. Ça fait partie disons, de l'impérialisme américain. Il faut dire les choses comme ils sont. Parce que les Américains ont toujours voulu être le leader du monde. Être le leader du monde veut dire tout simplement créer l'instabilité un peu partout afin de dominer le monde. Voilà. Et Hong Kong était choisi parce qu'il y a cette clause, il y a, disons, cette faille dans la législation de Hong Kong. Eh bien, ils ont vu juste, ils ont voulu profiter de cette faille pour continuellement mener des activités de violence, etc., pour déstabiliser d'abord Hong Kong, puis d'influencer par là les mouvements en Chine. Parce qu'ils pensaient que, à l'image des révolutions de couleur dans les pays de l'Europe de l'Est, comme dans les pays arabes, etc., les mouvements de protestation de Hong Kong provoqueraient des échos similaires en Chine. C'était une illusion, parce qu'ils pensaient que ça aurait provoqué ça, mais au contraire, les mouvements dits de protestation ou des mouvements de violence à Hong Kong ont provoqué une colère de la population chinoise à l'encontre de ce qu'ils espéraient. En fait, vous avez mentionné des actes violents. On voit que pour le moment, il y a des manifestations après la mort de George Floyd aux États-Unis contre le racisme, et que le président américain et la presse américaine ont violemment critiqué les actes violents de destruction des propriétés privées et les blessures faites aux personnes innocentes. Mais on voit justement, comme vous avez mentionné, à Hong Kong pendant des mois et des mois, des actes violents et des agressions envers la police, et même il y a des personnes, une personne qui ont été incendiées à vif. Vous pouvez retrouver l'image et la vidéo dans la dernière émission qu'on a faite sur Hong Kong. Mais les États-Unis ont fermé les yeux sur ces actes violents et même les a soutenus. Comment voyez-vous ce phénomène, Monsieur Xu Tieping? C'est pas nouveau. Simplement pour moi, c'est voir la périodisation. En fait, cette émeute, cette protestation aux États-Unis reflète quelque chose, un problème structuré de fond du racisme depuis des siècles. Moi, je pense que le président Trump avait dit simplement une phrase, c'est que le monde entier se moque de nous. Voilà, maintenant c'est la réalité. On voit que l'objectif de cette nouvelle législation est de mettre fin à des actes séparatistes. Mais on voit quand même que les États-Unis et les pays occidentaux avaient longtemps, par exemple, financé des institutions. Pensez-vous que cette législation va être efficace pour mettre fin à l'ingérence étrangère et permettre à Hong Kong de retrouver la stabilité sociale, Monsieur Xu Tieping? Je pense que pour nous, le combat ou la lutte contre la séparation, contre la subversion, va prendre encore plus de temps sous diverses formes. C'est bien vrai que simplement maintenant, il y aurait bientôt, il y a une clause, une loi contre séparation. Mais il faut penser que nos adversaires politiques peuvent encore trouver ou inventer d'autres manières à nous confronter. Ne sommes pas si, je dirais, innocents ou disons optimistes. Moi, sur ce point, je vais tout de même ajouter que sur le système de l'éducation, en effet, c'est que bien que le retour de Hong Kong en Chine déjà il y a plus de 23 ans, c'est qu'en réalité,
moitié des écoles primaires et secondaires à Hong Kong ne sont pas publiques, sont contrôlées par, je dirais, les églises. Auparavant, surtout anglaises, et aujourd'hui relevées de plus en plus par des Américains protestants et catholiques. Eux, dans ces écoles, il n'y a pas, je dirais, une éducation, instruction publique, il n'y a pas, je dirais, un enseignement correct. Et l'héritage colonial, je dirais, l'enseignement plutôt contre la culture chinoise, contre la Chine, etc., est plus enraciné. C'est sous ces drapeaux s'entassent, se rassemble une troupe, disons, de jeunes agitateurs dits protestants. Et moi, je pense que sur ce point, il y aurait nécessairement encore de réformes dans ce cas-là. Alors, Monsieur D, on a vu que il y a le président américain a menacé d'appliquer des sanctions économiques et politiques contre Hong Kong. Donc, il y avait la chute de la bourse à Hong Kong. Donc, pensez-vous que cette législation va permettre à Hong Kong à quand même retrouver la stabilité sociale et mettre fin à l'ingérence? En fait, je pense que le président américain Donald Trump a fait de la rhétorique sur l'adoption de la loi de sécurité à Hong Kong, parce que finalement, qu'est-ce qu'il a décidé? Il avait menacé d'appliquer des sanctions économiques contre Hong Kong, mais à la fin, il n'a rien fait. Il avait que, on va considérer d'annuler un certain nombre de choses, mais rien ne s'était passé. Les Américains ont beaucoup d'intérêt à Hong Kong, et des sanctions économiques contre Hong Kong seraient contre les intérêts américains, non pas contre les intérêts économiques de la Chine. Voyons. Parce que les Américains, les États-Unis, ont des déficits commerciaux avec tout le monde, pratiquement. Avec la Chine, le plus grand déficit commercial, mais avec Hong Kong, tous les ans, les États-Unis ont un excédent commercial à peu près entre 20 et 30 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout de même un excédent commercial. Plus que ça, il y a à peu près plus de 80 000 Américains vivant à Hong Kong, travaillant dans toutes sortes de sociétés étrangères, mais principalement dans plus de 1400 sociétés américaines. Ils font beaucoup de profits, ils gagnent de l'argent à Hong Kong, mais sur le marché chinois, parce que à cause des liens spéciaux entre le marché de Hong Kong et le marché de Shanghai et de Shenzhen, donc cela pouvait profiter aussi de la bourse de Shanghai et de Shenzhen. De ce point de vue, les sanctions économiques contre Hong Kong seraient interprétées comme des sanctions contre ces sociétés américaines, contre un marché qui serait favorable à l'exportation américaine. Tout cela, ce sont des pertes réelles, beaucoup plus que la menace de parole, que la rhétorique. Alors, je vous remercie, M. Denis Fan et M. Xu Tieping. Merci pour vos éclairages. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.